envers ceux qui sont là. Et ensemble, on va reprendre donc le cheminement de notre projet après le survol rapide, mais en quelque sorte nécessaire pour nous familiariser avec le style de ce cours et pour éventuellement nous situer tout au long du parcours. Vous vous en souvenez, je suppose, pour ceux qui étaient là, de la façon dont nous avons parcouru assez rapidement, tout en y apportant quelques précisions, cette feuille de couleur incertaine, mais qui restera plus ou moins un guide sur le trajet. Il nous revient donc d'aborder effectivement aujourd'hui, après le survol introductif, le cours lui-même avec le premier titre et la première interrogation telle qu'elle figure ici. Que dire? Interrogation qui nous suivra en quelque sorte jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de la supprimer. Cela va presque de soi d'après ce que nous avons ensemble pressenti la fois précédente. Il s'agit de la creuser, de la rendre autant que possible parlante elle-même, capable de se situer devant cette suprême difficulté qui est pour elle, pour la parole humaine, à la fois un défi et un attrait, ou, comme nous le disons dans le titre d'ensemble, une limite, certainement, une limite de la parole, peut-être une limite de tout. N'empêche que le tout, pour l'homme, pour l'être humain, s'inscrit dans la parole. Un passage aussi, essayons de voir. Mais pour ceci faire, permettez-moi de revenir très brièvement sur ce qu'on pourrait appeler l'explication et aussi la justification de ce cours. Explication, ça va de soi. Justification nécessite une petite mise au point. Nous prenons d'habitude ce terme de justification dans un sens moral. Justifier une chose, c'est la rendre parfaitement acceptable et lui donner un statut moral. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on peut justifier un cours universitaire, ou se prétendant tel, mais dans un sens épistémologique, comme disent les savants, autrement dit, à l'intérieur d'une tentative de pensée et de connaissance systématique. Justifier un projet de connaissance veut dire donc le situer aussi nettement que possible dans ses raisons d'être propres. On pourrait trouver donc trois, peut-être, raisons de choix d'un cours pareil sur la mort aujourd'hui. D'abord, en tant que connaissance. Comme connaissance, vous m'excuserez si je n'écris pas en minuscule, comme connaissance. Elle fait incontestablement partie du patrimoine et du devoir, de l'effort de l'esprit humain qui est tenu à étendre sa connaissance autant que son existence. Il n'y a pas d'esprit qui existe sans connaître, sans s'appliquer à connaître le réel. Il est aussi incontestable qu'en tant que réalité objective, la réalité de la mort est celle qui frappe
dans tous les sens du terme, davantage l'esprit connaissant. Et s'il veut être donc, sur le plan purement de la pensée, s'il veut être conséquent avec lui-même et digne de sa propre raison d'être en tant qu'esprit connaissant, tôt ou tard, l'esprit ne peut pas éluder le problème de la mort en tant que problème de connaissance à l'intérieur de son effort de pensée systématique. Elle fait partie de l'espace de l'être humain, elle lui pose un problème, elle s'inscrit pas seulement dans le substrat biologique de notre existence, le corps, la vie matérielle, mais elle s'inscrit dans tout ce qui porte un sens pour l'être entier. Elle s'inscrit dans la nature, elle s'inscrit dans le langage, elle s'inscrit dans les formes supérieures de connaissance, comme la religion, l'art, la création. Et donc, elle est là. Ça suffirait déjà pour que, en tant que sujet connaissant, je m'applique à la reconnaître, cette mort énigmatique, et à essayer de la déchiffrer. En deuxième lieu, le choix peut être dicté par un autre aspect, inséparable du premier mais distinct, de notre condition humaine. Ce n'est pas seulement en tant que connaissance théorique, en tant qu'effort de pensée et d'expression que la mort m'affronte. Je dirais même, encore une fois, les deux moments sont indissociables, bien que distincts. Je dirais quand même que la première présence, la première rencontre avec le problème de la mort pour un être vivant se pose au plus profond de sa réalité vivante elle-même. La mort n'est pas seulement là, à l'intérieur de l'espace de la connaissance, mais elle est à l'intérieur et au-delà de cet espace la seule réalité que je puisse pressentir ou reconnaître qui est capable de me contester totalement. Il y a, et nous le verrons tantôt, dans le processus de la connaissance humaine, une sorte de combat, mais qui est un combat de vie. Dès que je m'applique à connaître quelque chose, j'entre inévitablement dans un effort qui est motivé, qui est porté par la passion peut-être, par l'intérêt aussi. Je veux découvrir une mine d'or, c'est peut-être un intérêt très, disons, immédiat, matériel. N'empêche que tous les efforts que je déploierai en vue d'aboutir à cette découverte représentent une sorte d'affrontement entre moi, sujet connaissant et agissant, et l'objet encore mal perçu de ma quête. Et donc, il y a dans cet affrontement un exercice, une sorte de reconfort et d'affermissement même du sujet. On sait très bien que les combats ont aussi le bénéfice de rendre plus aptes, plus en forme ceux qui les mènent, s'ils savent comment les mener. Cependant, sur ce plan profond, vital, la mort me semble représenter à la fois l'affrontement ou l'adversaire suprême, c'est un terme qu'on trouve par exemple dans les textes sacrés, dans l'Évangile, Saint Paul en parle, le dernier ennemi, mais le combat avec la mort m'était donné d'une façon instinctive d'abord comme un combat qui me
conteste totalement, loin d'en sortir raffermi, reconforté sur le plan immédiat de mon existence totale, biologique, psychologique, affective, le combat avec la mort me pose des problèmes fondamentaux, mais où je dois me situer d'une façon totalement différente, unique, presque incommensurable, sans aucune commune mesure avec toutes les autres entreprises de connaissances ou d'efforts que je dépose par ailleurs. Raison de plus donc de prendre conscience, de porter ce combat de son niveau, disons, existentiel à un niveau de conscience. Voilà une seconde raison de choix de ce cours. Comme vous voyez, c'est une sorte d'orientation vers les profondeurs ultimes. On peut dire que tous les êtres meurent, peu cependant vivent. Ceci précisément parce qu'on ne peut pas réaliser l'ampleur de la vie sans, d'une façon ou d'autre, la référer à sa négation suprême qui est ce que nous appelons la mort. Enfin, une troisième motivation de ce choix relève de l'actualité. Une actualité qui n'est pas seulement celle d'une mode, bien qu'il y ait aussi quelque chose de cela pour ceux qui font attention de par leur métier, peut-être aussi de par leur contact avec le milieu culturel de notre époque. Il y a aujourd'hui en effet comme une inflation des recherches, d'écrits, de pensées, de réflexions sur le problème de la mort. Pour quelqu'un, donc, disons un professionnel de la culture et de la pensée, cet aspect des choses n'est nullement aléatoire ou dénué de signification. Au contraire, et nous aurons d'ailleurs, à un moment donné de notre recherche, y revenir, au contraire, ce qui se passe aujourd'hui, depuis à peu près une décennie, même moins de 10 ans, on peut en apporter un témoignage immédiat, par exemple en feuilletant les grandes bibliographies publiées par les instituts de spécialité, universités, centres de recherche, académies, que sais-je encore, de tout, partout dans le monde. Vous savez qu'il y a de ces publications archi-impressionnantes, vous en trouverez à côté à l'université un jour, ça s'appelle les index bibliographiques, ou répertoires bibliographiques, qui publient trimestriellement la liste quasi complète, puisqu'elle n'est jamais complète, de tout ce qui se publie dans le monde, dans la période déterminée, dans tous les domaines de l'activité humaine, depuis l'entomologie, l'étude des insectes par exemple, jusqu'à l'étude de l'astronomie, en passant par les sciences humaines, et ainsi de suite. Or, on a observé que depuis à peu près 8 ans, les études, les thèmes, les écrits consacrés au problème de la mort sont en croissance vertigineuse, d'où une question. À quoi cela tient? Qu'est-ce que cela signifie? Très rapidement, on pourrait dire qu'il y a des moments où, soudainement, dans la conscience unanime d'une civilisation, d'une époque, d'une période de l'histoire, la mort révèle une de ses fonctions essentielles qui n'est pas perçue jusque-là, ou qui n'est pas toujours perçue, à savoir une fonction d'indicateur de civilisation.
Plus précisément encore, toute civilisation représente, dans sa diversité apparemment chaotique, tumultueuse, difficile à maîtriser dans tous ses détails, représente au fond une sorte d'unité, une sorte d'homogénéité. Elle possède ce qu'on appelle un esprit ou un style qui peut effectivement les différencier. La civilisation égyptienne, bien contemporaine de la civilisation assyrienne, en était assez différente. Elle avait un autre style, une autre âme. La civilisation grecque, tout à fait en contact, en relation, en communication ouverte avec, disons, la civilisation romaine, proposait un tout autre programme de vie. Il y a donc dans chaque civilisation, digne de ce nom, une sorte d'esprit unifiant, une sorte d'âme, une sorte de vision du monde, on peut dire également, qui donne sa valeur et lui permet d'accomplir sa fonction et de prendre sa place dans le destin d'ensemble de l'humanité. Or, l'indicateur essentiel, mais pas toujours apte à se manifester ou à être reconnu, c'est-à-dire le facteur qui dévoile, qui trahit cet esprit caché d'une civilisation, est précisément l'attitude implicite, diffuse, parfois explicite et exprimée, de cette civilisation envers la mort, le phénomène de la mort. C'est en partant de cette relation extrêmement profonde, subtile, extrêmement vigoureuse, tenace en même temps, qu'une civilisation se définit elle-même, définit ses créations et lègue aux civilisations ultérieures son héritage. La mort donc, ou si, pour être plus exactement, le thème de la mort, représente ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle aujourd'hui d'un terme légèrement technique, un indicateur de civilisation. Quel est le degré de valeur ou de sens d'une civilisation? Ceci ne se manifeste nulle part ailleurs avec une telle réalité et une telle véracité que dans l'attitude intime que cette civilisation adopte envers la réalité de la mort. Or, depuis quelque temps, encore une fois, il n'y a pas si longtemps de cela, la mort dans notre civilisation occidentale est devenue apparente. Je ne parle pas en tant que phénomène. Elle a été toujours très identique à elle-même. Personne, sur le plan purement humain, ne lui a échappé. Même le Seigneur est passé par la mort. Jésus-Christ. Eh bien, personne ne lui a échappé sur le plan de la phénoménologie, de la réalité brutale, immédiate. Donc, ce n'est pas sur ce niveau-là que je parle de la mort devenue soudainement apparente dans notre civilisation. Mais elle est devenue un sujet de préoccupation, de réflexion et un lieu de réponse où s'exprime, s'inscrit la nature profonde de notre civilisation en nous. Peut-être son état actuel, son système de valeurs, certainement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, le système de valeurs, n'est-ce pas? L'ensemble de valeurs fondamentales sur lequel une civilisation se base ou prétend se justifier elle-même, à partir duquel elle prétend se justifier elle-même. Dans un autre sens, mais toujours dans la même direction, la mort, le thème de la mort a cessé d'être un thème tabou. On disait souvent qu'il faut une certaine force de conscience, une certaine maturité d'être pour affronter certains domaines les plus profonds précisément,
mais qui, par pudeur ou par manque de savoir-faire, ne se laisse pas aborder à n'importe quel âge individuel ou à n'importe quel âge de culture. C'est à ce niveau-là qu'une civilisation, en décidant implicitement, non pas explicitement, de lever le tabou de la mort sur la mort, révèle, sans même qu'elle le veuille, ses orientations les plus essentielles, les plus intimes, les plus cachées. Et en jugeant sur la mort, en jugeant la réalité de la mort, elle se juge elle-même. Nous aurons à revenir là-dessus lorsque nous aurons à discuter de notre civilisation fondamentalement technologique et scientifique. Mais on peut dire d'ores et déjà, tout simplement à titre d'indication, que l'état actuel de notre monde nous fait pressentir et nous fait même regarder quelques curieux phénomènes. C'est presque sur le plan anecdotique, mais c'est certainement beaucoup plus profond que cela. Il y a à peine 3 jours, j'écoutais par exemple, c'est presque de l'anecdote, j'écoutais une radio étrangère en anglais qui parlait de la visite d'un chef d'État. Il s'agissait du maréchal Tito, le président de la République yougoslave, aux États-Unis. Bien sûr, on ne manquait pas de mentionner qu'il était le dernier survivant d'une époque qui vit notre vieille Europe en tourment, sortir victorieuse d'une guerre, que c'était le compagnon ou le camarade de génération d'un De Gaulle, d'un Churchill, d'un Roosevelt, d'un Staline, et ainsi de suite. Et le dernier survivant de cette génération et de cette époque. Or, à peine débarqué à Washington, Tito, comme il se doit aujourd'hui, est interviewé par New York Times, une longue et assez riche interview. Bien sûr, d'abord des problèmes politiques, l'objet de sa visite, l'état du monde actuel, et cependant, à un moment donné, l'interview tourne, ce qui pourrait paraître assez déplacé, mais qu'il est au contraire tout à fait à sa place, tourne et se fixe sur la mort, l'interrogation de la mort. Tito a 85 ans. Il n'y a pas si longtemps, disons, dans notre code de bonne manière, on n'aurait pas songé à aborder un thème pareil avec un monsieur qui, à cet âge, devrait avoir, vu surtout son statut politique et mondain, n'est-ce pas, quelques bonnes raisons d'ajourner autant que possible une pareille discussion. On l'aurait bien sûr invité à voir un spectacle de ballet de préférence, puisque c'est très distrayant, un bon banquet, n'est-ce pas, mais discuter de la mort, eh bien, la plupart de cette interview était consacrée au problème de la mort, où Tito, enfin, parlait avec une gravité incontestable, je dirais avec une sorte de respect qui venait d'on ne sait où, puisqu'il ne répétait pas des paroles faussement religieuses, en disant « ah oui, bien sûr, la mort, Dieu », c'est des formules stéréotypes qui ne convainquent pas Dieu lui-même d'abord. Vous savez que le Christ lui-même nous a dit « il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer au royaume ». Mais il parlait de l'intérieur d'une sensibilité vivante, existentielle. Il s'exprimait lui-même. Bon, laissons de côté Tito, bien qu'on commence par lui parce qu'il est plus proche. Passons à ses autres contemporains. Ça m'avait disparu aujourd'hui, ça m'avait remis à l'esprit, et je vous l'indique
à titre de référence quasi anecdotique, mais c'est aussi un lieu de réflexion assez profonde. Ça m'a remis dans l'esprit donc la lecture des mémoires du général de Gaulle. Je ne sais pas si jamais vous êtes passé par ce paysage du premier tome des mémoires du général de Gaulle, Mémoires de guerre, si je ne m'abuse, où il raconte à un moment donné, avec un talent qui fait de son récit un morceau d'anthologie, sa première visite chez Staline. C'était vers la fin de la guerre, 1944, décembre 1944. Il intitule, non sans humour, et certainement avec du talent, le récit de cette visite, Une soirée chez Ivan le Terrible, où il présente d'une façon sérieuse et responsable les difficultés de négociation concrètes avec cet homme qui était le maître vraiment absolu d'une grande nation et d'un vaste territoire de l'histoire à l'époque. On discutait rien d'autre que de l'après-guerre, autrement dit, on se trouvait dans la situation de semi-dieux, comme disaient demi-dieux, comme disaient les anciens. Vous connaissez le terme, n'est-ce pas, qui vient de la mythologie grecque. Des hommes, des héros, capables de modeler le monde ou l'histoire. Ça s'appelle aussi des démiurges, démiurgos, n'est-ce pas, celui qui est capable de façonner un monde, pas les étoiles et les astres, mais le monde humain, sous forme d'histoire, sous forme de tracés de frontières, sous forme de destinées concrètes de millions et des millions et des dizaines de millions d'êtres. Qu'est-ce qu'il y a de plus près, disons, et de plus éloigné aussi, mais ça on ne le sait pas, de la condition même de Dieu. Je dis de plus éloigné puisque Dieu se retire. Il n'impose pas, il laisse la liberté de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus près, puisqu'en effet, il y a en Dieu, n'est-ce pas, le savoir et le pouvoir absolu, autrement que les hommes ne le représentent, mais c'est ainsi que nous le lui attribuons. Eh bien, il discutait de cela, et tout cela se termine sur un banquet à la russe, dit De Gaulle, avec caviar, vodka, tout ce que vous voulez. Et après avoir décidé du sort de la Pologne, de la Hongrie, de l'Allemagne, de toutes ces choses-là, bon, tout le monde était content, la guerre allait bientôt finir. Et alors, à un moment donné, Staline prend De Gaulle à côté, tous les officiers, tous les officiels russes aussi, disait De Gaulle, on sentait qu'ils tremblaient devant Staline. Ils étaient tous prêts à l'écouter, à l'approuver, mais en même temps, en chacun, il y avait une sorte de terreur quasi sacrée. Il suffisait d'un mot pour qu'ils ne fussent plus là. Et dans cette ambiance, donc, absolument hallucinante, et pourtant la plus concrète qui soit, apparemment, puisque d'une ambiance pareille, l'histoire est sortie, l'histoire de l'Europe après-guerre et du monde, Staline prend De Gaulle à côté et il lui dit, dans un instant de recul, si vous voulez, dans la même salle de banquet, il le prend dans un coin, il dit, regardez, bon, nous avons conclu un pacte, nous avons décidé de l'avenir de l'Europe et du monde. À quoi bon tout cela? Finalement, c'est la mort qui nous aura tous. C'est écrit chez De Gaulle. Bien, ça peut paraître une parole, c'est une parole en effet, légère, peut-être, c'est à voir. Et on pourrait continuer. Je vous parlais l'autre fois de Mao, n'est-ce pas? Peu de gens savent, sauf les spécialistes, que Mao, qui était aussi un très grand poète, authentique, ses poèmes sont même traduits en français, et agréable et enrichissant à lire. Eh bien, Mao, en 1964, reçoit un vieil ami, un grand journaliste américain, Edgar Snow, je vous répète un peu pour ceux qui étaient là, qui publie ensuite